ça doit être intéressant de créer tous ces décors. Un bon mode d'ordre que les clients sont informatifs, c'est trop bien. Je crois que c'est même mieux de travailler avec des gens qui ont trop de revenus et qui veulent créer leur entreprise. Parce que du coup, ils sont motivés à fond. Ils sont passionnés. Ouais. Et ils transmettent leur passion. Ouais. On peut se greffer à cette passion pour... Du coup, en même temps, je suis un peu suivant le front. Il y a un, c'est un suivi client. Quand je baisse, je m'envoie des trucs tous les jours. Et indirectement, je suis le routine. Je viens ici, je change les canapés, je change les couleurs du mur, agrandir, rentrer ici. Ils sont hyper contents. J'ai remarqué ça aussi en développement. Les influenceurs start-up qui disent qu'ils sont en ils ne sont pas forcément. Moi, c'est ça que je retiens. Allez, Yoni Denzel ou Sam. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette table ronde intitulée « Pourquoi et comment collaborer efficacement avec des freelances pour passer à la vitesse supérieure ». Alors, le sous-titre, j'imagine, c'est « Comment être un entrepreneur efficace ». Puisque les entrepreneurs-entrepreneuses sont respectivement des hommes et femmes orchestres. Ils tentent de faire beaucoup de choses à la fois. En apprendre sur le juridique, en apprendre sur le marketing, en apprendre sur énormément de choses qui sont objectivement des choses nouvelles et pas tout aussi simples qu'on le souhaiterait. Donc l'enjeu pour l'entrepreneur et l'entrepreneuse, c'est de savoir dans quelles conditions, finalement, on va gagner du temps. On va gagner en efficacité. On va savoir distinguer les moments où il va falloir faire et les moments où il va falloir faire. Et donc, à cette occasion, se tourner éventuellement vers des freelances pour faire. Et donc, autant gagner du temps aussi sur cette relation. Peut-être certaines d'entre vous ont déjà travaillé avec des freelances, mais ce sera aussi pour certains et certaines d'entre vous la première fois. Donc autant partir sur des bases saines, où on apprend déjà de freelance, et dans le panel nous avons des freelances, et aussi apprendre de personnes qui ont eu recours à des freelances, notamment via Fiverr, pour apprendre à savoir interagir efficacement avec des freelances. Donc c'est ça l'enjeu. C'est vous faire gagner en exécution, puisque vous avez à produire, vous avez à accomplir des choses, produire un site internet, produire des contenus, trouver une identité graphique pour votre entreprise. Et vous avez à le faire sous contrainte de temps. Donc un freelance, ça peut être la réactivité dont vous avez besoin. Et bien souvent, pour la plupart des entrepreneurs et entrepreneuses, vous avez aussi une contrainte de budget. Donc quand on combine tout ça et qu'on veut utiliser un freelance, quel est le bon registre, la bonne façon d'interagir, la bonne façon de commencer la relation, la bonne façon d'en faire le suivi. Donc voilà, l'objet de cette conférence, cette table ronde, c'est d'extraire de nos panélistes toutes ces bonnes pratiques. Alors avec nous, Aurore, et je les laisserai évidemment se présenter, Aurore, Valentin, Yacine et Anthony. Donc on est très très content de les avoir, puisque chacun et chacune d'entre eux présente en fait un profil d'utilisateur de la plateforme selon diverses modalités qu'ils vont nous décrire. Alors Valentin, est-ce que tu veux nous décrire ce que tu fais, qui tu es, et de quelle façon tu as déjà utilisé des services freelance, s'il te plaît? Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui. Bonjour à tous, donc moi c'est Valentin. J'ai plusieurs casquettes. Disons que la principale, c'est que j'ai créé une entreprise qui s'appelle Sauce Writing, où je fais de la formation, de la création de contenu, et j'aide des freelances en écriture sur leur activité. Et l'autre aspect important, l'autre projet que je mène, ça s'appelle le Défi Brick. Vous avez peut-être vu passer ça cette année. C'est un challenge de création de contenu quotidienne. Donc le but, c'est de poster une création par jour pendant 21 jours. C'est un challenge qu'on a organisé pour la deuxième année cette année avec Fiverr. Et dans ce cadre-là, j'ai eu recours à plusieurs types de freelance sur plusieurs types de compétences et de missions sur la plateforme. Parfait. Et ça fait combien de temps que tu utilises des services freelance à un titre ou à un autre, Valentin? Alors moi, j'ai été freelance pendant 2 ans moi-même, 2020-2021. Et là, ça doit faire 2-3 ans que je travaille avec des freelances de manière assez régulière, sur divers types de missions. D'accord, donc une double casquette qui sera bien utile pour répondre aux questions qui viennent. Yacine, qu'est-ce qui t'a décidé à devenir freelance et pour quel sujet t'es-tu lancé en tant que freelance? Bonjour.
Je m'appelle Yacine Gofti, j'ai 7 ans d'années d'expérience en développement informatique, en big data, en intelligence artificielle. Et donc maintenant, ça fait 2 ans que j'ai choisi de me mettre en freelance, tout simplement pour monter en compétences, pour aborder des sujets plus intéressants. Et donc c'est pour cette raison-là que je me suis inscrit sur la plateforme Fiverr, parce que ça m'a donné l'occasion de rencontrer de nouveaux clients, de nouvelles opportunités. Fiverr, je le rappelle, c'est une plateforme qui est internationale, donc on peut trouver des clients à travers le monde, mais également des freelancers. Donc c'est surtout pour ces raisons-là, ces motivations de découverte, de monter en compétences et d'approfondir justement mon champ de compétences que j'ai décidé de me lancer dans le freelancing. Merci Yacine. Donc là aussi une perspective ultra pertinente pour ce qui arrive. Aurore, est-ce que tu veux nous donner ta version de ton expérience de freelance ? Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Aurore. Moi, je ne suis pas freelance, je suis en création d'entreprise. Donc ça va faire 1 an que je travaille sur mon projet, donc, qui s'appelle Mirai, qui est une marketplace de seconde main dédiée au manga. Je crée également du contenu autour du manga également. Et donc je n'ai pas d'associé, je monte mon projet seul. Et c'est pourquoi j'ai fait plusieurs fois appel à des freelances sur Fiverr. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. Donc une expérience des freelances, effectivement. Merci Aurore. Anthony, toi, ton apport, il est un petit peu différent. Est-ce que tu peux nous donner ce qui t'a amené sur la plateforme ? Quel type de freelance quel type de freelance es-tu et à quel type de freelance travailles-tu ? Bonjour, moi c'est Anthony Elliott. Je suis graphiste 2D 3D en freelance depuis 2013 maintenant. En 2016, j'ai intégré la société de casinotier Partouche, pour tout ce qui est jeux de machines à sous, jeux mobiles, jeux en ligne. Et depuis 2020, ce qui est encore assez récent, je suis passé en plus sur la plateforme Fiverr. Mon domaine s'étend un petit peu, donc quand je dis 2D, 3D, ça peut aller du design de site internet, comme ça peut être de l'architecture, ce qui est principalement le cas actuellement. Mes clients s'orientent davantage sur ce qui est des gens qui font du stream, donc ça peut être des youtubeurs, ça peut être des personnes d'entreprise qui décident d'avoir, par exemple, au lieu d'investir dans un local, vont décider d'avoir un décor à leur image, donc je vais réaliser en 3D, et dans lequel ils pourront avoir exactement leur patte graphique. Merci Anthony. Alors je me tourne vers les acheteurs de notre panel. Donc vous êtes des acheteurs de services freelance. Vous avez finalement un choix, vous avez un panel de choix pour recruter des freelances. Alors comment vous procédez à ce choix ? Qu'est-ce qui vous dirige vers une plateforme, éventuellement celle de Fiverr ? Et qu'est-ce que vous y cherchez ? Valentin, est-ce que tu veux commencer par ta perspective, s'il te plaît ? Ouais. Donc, quand je me dis que j'ai besoin d'une compétence, que souvent c'est parce que moi je ne l'ai pas, que je n'ai pas le temps de faire la chose, ou alors que c'est une compétence sur laquelle je ne souhaite pas moi m'investir, parce que c'est toujours entreprendre, c'est un arbitrage entre plein de possibilités et choisir qu'est-ce qui est pertinent en fonction de ma situation. Le premier réflexe pour moi, c'est d'aller voir est-ce que dans mon réseau j'ai des gens que je peux solliciter sur lesquels je suis en confiance. Je pense que le réseau, c'est la première source de partenaires, de clients, de prestataires. Donc ça, c'est le premier réflexe. Et ensuite, c'est en fonction de la nature de la tâche, aller m'orienter vers la plateforme, je pense, adéquate. Il y a aussi une question de est-ce que c'est une mission qui va être récurrente sur le long terme, auquel cas c'est intéressant de connaître quelqu'un, justement, je trouve, ou est-ce que c'est des missions qui vont être ponctuelles sur un besoin très spécifique, sur une tâche bien identifiée, auquel cas là, c'est intéressant de travailler avec quelqu'un sur du one-shot. Tu veux donner un exemple, par exemple, de tâches que j'ai faites récemment ? Oui, bien sûr, absolument. Dans le cas du défi brique, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on avait besoin de développer un petit... je ne suis pas technique, c'était mon partenaire qui l'a fait, mais un bout de code sur notre site pour faire remonter des informations automatiquement. Et là-dessus, une plateforme comme Fiverr est très pertinente parce qu'on peut rapidement trier les profils, on peut rapidement contacter des gens. Moi, c'est des gens qu'on n'a pas dans notre réseau, des développeurs, moi j'en connais pas personnellement. Donc pouvoir aller piocher cette compétence en externe, aller voir peut-être 2-3 profils qui nous intéressent, contacter, avoir un premier échange avec la personne pour pouvoir voir
Est-ce que c'est un bon fit? Est-ce que la personne comprend? Est-ce que la personne réactive? Est-ce que la personne a l'air crédible dans ce qu'elle fait? Moi, c'est une question que je me pose, c'est toujours est-ce que le freelance que j'ai en face m'apparaît crédible pour m'aider? Quand on fait appel à un freelance, c'est toujours un acte de foi qu'on fait. On ne sait pas vraiment si la mission va bien se passer. On sait qu'on va leur payer, mais est-ce que ça va bien se passer? C'est toujours voilà, il faut faire confiance à l'autre. Et donc, moi, j'aime bien me demander, voilà, à quel point est-ce que cette personne, à mes yeux, est crédible pour effectuer la tâche que je lui propose. Donc, est-ce qu'elle a un profil qui est bien renseigné? Est-ce que j'ai le sentiment qu'elle me montre des travaux qu'elle a fait avant? Est-ce que j'ai le sentiment qu'elle sait de quoi elle parle quand on discute? Voilà, c'est des éléments auxquels moi je suis sensible quand je fais appel à un freelance. Et on note que je ne parle pas du prix, parce que évidemment il y a des questions de budget, mais le prix il est pratiquement secondaire. Je pense qu'on cherche d'abord de la compétence. Est-ce que c'est ton ressenti, Aurore? D'abord la compétence, la disponibilité. Quelles autres approches tu as finalement pour trouver un bon freelance qui va collaborer avec toi? Pour identifier le freelance, je pense que ça va dépendre beaucoup de la mission. Moi, je cherchais principalement de l'expertise. Comme j'ai mentionné, je me permets de développer mon projet seul, mais aussi parce que je sais que j'ai cet accès à des experts. Donc je sais que si je tombe sur vraiment un os, je ne sais pas comment résoudre le problème, je pourrais faire appel à des experts qui, eux, sont spécialisés, ont l'expertise qui me manque, et donc pouvoir mener mon projet à bien dans tous les cas. Donc il y a cette quiétude d'esprit, et puis oui, l'expertise va être la plus importante, mais pour ma part, je vais aussi beaucoup privilégier l'aspect communication. Je vais toujours regarder les feedbacks, parce que sur Fiverr, il y a tous les retours des précédents clients. Et je vais souvent privilégier les profils où il a été fait mention d'une bonne communication. Pour moi, c'est très important d'avoir cet échange, de ne pas juste confier le projet. Je pense que le freelance n'est pas là pour réaliser le projet à notre place, mais pour nous apporter justement cette expertise. Donc ça va être plutôt ça en premier pour ma part. Donc un fort ingrédient communication. Alors si on se tourne à présent vers des freelances, je vais commencer par toi, Anthony, si tu permets. Ce premier contact, cette première communication, est-ce qu'elle est pour toi également centrale? Est-ce que ça préjuge du reste de la relation avec un client? Est-ce que tu peux ne pas décider de travailler avec quelqu'un sur la base de cette première communication? Dis-nous tout. Alors, moi, ce que j'attends d'un client quand il me contacte, c'est déjà que sa demande, elle soit claire. Savoir ce qu'il souhaite. Pas qu'il me dise grossièrement dans les grandes lignes, on va dire en un document Word de 5 mots, en disant voilà, je veux ça, juste ça. Et fais-toi plaisir, tu as carte blanche. Moi, derrière, dans mon processus de création, ça ne va pas m'aider parce que je vais devoir faire de tout de A à Z. Donc, dans le cas concret, là, je réalise principalement des fonds 3D photoréalistes. Donc, c'est une intégration de décor pour une personne qui va vouloir quelque chose à son image. Si la personne me dit je veux quelque chose de simple avec, par exemple, un canapé, un tableau, quelque chose, et que je lui réalise, il va se rendre compte très vite que ça ne va pas forcément être à son image, à son identité visuelle, à ses couleurs, et il va se perdre dans ses retours. Et le problème, c'est que moi, je suis délimité par une... Quand on passe par Fiverr, on a une deadline, en fait. On délimite avec le client une date de livraison. Et si on arrive à cette date et que la personne n'a pas quelque chose de bien construit, il va malheureusement se retrouver avec quelque chose qui ne va pas lui ressembler, et il aura perdu son temps et son argent. L'avantage, c'est quand on se retrouve avec une personne qui a un mood board qui est bien préparé, donc quelqu'un qui va me dire exactement ce qu'il souhaite en termes de structure, de matériaux, de couleurs, d'images. Moi, je vais pouvoir mieux cadrer son projet et lui concevoir et lui envoyer au fur et à mesure des retours en disant voilà, ça ressemble à ça, est-ce que à la moitié du temps de la mission, ça ressemble vraiment à tes attentes, à ce que tu voulais? Et c'est à ce moment-là que lui va me dire oui, non, et dans ce cas-là, on peut corriger. Mais au moins, il aura prévu quelque chose à l'avance et on ne partira pas de zéro, ce qui demandera beaucoup plus de temps. Et éventuellement, s'il a des retours trop conséquents, l'avantage avec Fiverr, c'est qu'on peut proposer des extras. Donc, on va étendre la durée de la mission avec des prestations supplémentaires. Mais le problème, c'est que ça va encore déborder pour lui, alors que s'il avait quelque chose de bien construit, on pourrait le faire en temps et en heure avec son argent. Donc, le fait d'avoir une idée de son projet bien construit, avec des documents, des infos, des références, c'est quelque chose qui va l'aider pour avoir son produit et avoir son résultat. C'est un peu comme si
Une personne voulait commander du pain chez un charcutier, c'est de la nourriture, mais le problème c'est que le produit, ce ne sera pas ce qu'il désire. D'accord, donc le point de vigilance que tu soulèves, c'est le brief post-it qui est trop succinct pour être réellement utile pour te permettre de bien commencer. Et Yacine, tu ressens la même chose? Le brief post-it, c'est une réalité pour toi en tant que freelance? Alors oui, tout à fait. Je pense qu'au départ, un des éléments clés pour bien démarrer une mission, c'est la communication. Lors des premiers échanges avec un client, donc tout d'abord c'est un client potentiel, on démarre pas tout de suite la mission. Donc il y a une phase de sélection, une phase d'échange. Il y a vraiment, là où j'insisterai, c'est certes on apporte justement une expertise, mais il faut commencer par bien comprendre le besoin du client, revenir à ce besoin-là et s'assurer aussi du niveau de maturité du client, parce que souvent la plupart des projets, lorsque des clients font appel à des freelances, des fois ils ont besoin d'être aiguillés. Et donc, pour moi, il y a toujours une phase préalable où on établit une certaine communication, on repasse en revue les objectifs du client et à travers ça, on déroule, on met en place un plan d'action. Donc, moi, en l'occurrence, je fais du développement informatique. Je fais également, je développe des modèles d'intelligence artificielle. Ça peut aller jusqu'à l'intégration de services existants, jusqu'à la création de modèles de zéro. Quand je parle de modèle, je parle de modèle d'intelligence artificielle. Et donc, il faut toujours s'assurer que les objectifs sont en phase avec une certaine réalité. Et donc, ça passe par la communication. Et donc, avant même de démarrer une mission sur Fiverr, il faut partir sur de bases saines. Et donc, plus on échange, plus on s'assure que le projet est bien précis, qu'on est en mesure de le cadrer. Ça sera d'autant plus facile pour la suite de formaliser une offre sur la plateforme et de s'assurer de maintenir les échanges qu'on a définis et bien entendu les objectifs qui vont avec. Et si je devais rajouter une chose, c'est comment dire, il faut donc avant même de parler de prix, il faut se mettre d'accord sur l'exécution. Et quitte à revoir, des fois, en fait, ce qui arrive souvent, c'est que on revoit les objectifs du client parce que des fois, il se trouve que le client arrive avec une certaine idée préconçue du projet, surtout quand c'est un domaine qui est très technique et qui fait appel à des nouvelles technologies. Notre rôle en tant que freelance, c'est aussi d'aiguiller et donc de mettre en place un cadre qui va permettre la bonne réussite du projet. Alors, en termes assez concrets, si on se dit, voilà, je suis acheteur d'un développement informatique ad hoc, quelque chose de nouveau que je considère comme nouveau, c'est peut-être la première fois que j'achète ce genre de service. Donc, poser le cadre, ça va être difficile ou relativement difficile pour moi qui suis néo-acheteur et qui n'ai évidemment aucune des connaissances techniques que tu peux détenir. Est-ce que tu as un moyen finalement d'extraire ça du cerveau de ton acheteur et l'acheteur, côté acheteur, s'il arrive avec, même bien intentionné, avec un brief qui décrit son objectif, les éléments d'exécution, les éléments de la tactique vont lui être assez étrangers. Alors comment tu fais pour passer de l'intention de départ et de l'objectif, aussi précis soit-il, à voilà comment ça va se passer, combien de temps et le cadre de la mission? Est-ce que tu as des mécanismes de communication, un cadre de questions? Comment tu articules cette transition-là? Alors, tout à fait. Je suis une certaine méthodologie, parce que j'ai eu l'occasion, lors de mon expérience professionnelle avant, d'être consultant technico-fonctionnel, lead consultant technico-fonctionnel pour des grandes entreprises. Et donc, je pense qu'il est important, en tant que freelance, d'avoir cette double casquette, d'apporter certes une expertise, mais d'avoir cette casquette de conseiller. Et donc la méthodologie que je mets en place, c'est souvent, je commence par organiser un premier meeting, donc quelque chose de très concret. En vidéo? Oui, bien sûr, en vidéo. Donc ça permet d'avoir un premier contact avec le client. Et à partir de là, je laisse le client m'exposer son projet, ses objectifs. Et je pose des questions pour m'assurer que je comprenne bien vers quelle direction il voudrait aller. Et à partir de là, donc, j'essaye de le challenger dans son idée,
de m'assurer que c'est bien sûr dans mon champ de compétences, puisqu'il peut s'avérer que des fois, c'est des choses qui sortent de mon champ de compétences. Donc, j'essaye le plus rapidement de scoper le projet pour savoir est-ce que je peux réellement apporter de la valeur ou non. Et donc, à partir de là, ce que je fais souvent, c'est je prends note de chacun des points, les objectifs, et j'essaye de marquer un certain temps entre le premier et le second échange pour moi, de mon côté, faire des recherches, réfléchir sur quel plan je pourrais proposer, quelles alternatives. Des fois, c'est des sujets un peu de recherche et développement, donc il faut que je lise des fois des papiers de recherche. Il faut que je regarde quelles sont les technologies qui sont les plus à la pointe. Surtout en matière d'IA, ça va très vite. Il y a plein de projets, il y a plein de façons de faire un même projet. Donc une fois que j'ai rassemblé assez d'éléments pour faire une proposition très concrète à mon client, je reviens, je reformalise en apportant du contexte, et à partir de là, je propose des options. C'est vraiment très simple, je veux dire, voilà, par exemple, on a cet objectif-là, et ben on a plusieurs façons d'y parvenir. Ça n'utilisera pas forcément les mêmes technologies, donc il y a des avantages et des inconvénients. Et puis aussi, ça n'a pas forcément le même coût, parce que ça va demander plus ou moins du travail, donc le temps de travail ne sera pas identique en fonction des options. Et à partir de là, on essaie de trouver le meilleur compromis pour que le projet se fasse dans les meilleures conditions et qu'il réponde à toutes les contraintes du client en termes d'objectifs, de prix. Et des fois, c'est des contraintes en matière de sécurité, en matière de choix de technologie. Et donc, on essaie de s'adapter et d'apporter la solution la plus concrète. D'accord, ça a l'air méthodologique, effectivement. En combien de temps, alors je me porte du côté de Valentin et d'Aurore, des acheteurs finalement de services freelance, en combien de temps vous attendez ce retour-là? Si on parle d'un objectif relativement bien documenté, et quelle est l'attente pour un freelance? Que vous ayez une réponse sous combien de temps? Que vous soyez capable de savoir plus finalement sur comment ça va se passer? Est-ce que vous avez une attente particulière à ce niveau-là? C'est vrai que sur Fiverr, ça a tendance à aller assez vite. En général, si j'ai un nouveau besoin, il ne me faut pas plus de 3 heures pour lancer la mission. Donc c'est vrai que les retours sont assez immédiats. En général, je vais commencer par sélectionner les profils. Il y a tout un mécanisme de filtre, il y a les feedbacks. Si on parle d'une mission orientée autour du design ou du graphisme, je vais regarder la patte artistique du freelance pour être sûr que nos univers s'accordent assez bien. Et puis à partir du moment où j'ai sélectionné et où je me retrouve avec peut-être 3 profils, là je vais envoyer des messages et en général très rapidement je vais avoir une réponse. Donc c'est vrai que c'est peut-être assez compétitif à ce niveau-là. Mais puis après oui, il y a tout ce il y a tout ce mécanisme d'échange comme il a été très bien décrit et c'est là où on spécifie le travail. Mais une fois qu'on est rentré dans cette démarche, généralement ça aboutit, enfin ça a quand même été très rare qu'au final ça aboutisse sur finalement j'ai plutôt cherché autre chose. En général, une fois qu'on est dans le process, ça aboutira sur quelque chose, ça aboutira sur une mission. Entendu. Donc là, on arrive au point où on est capable de se projeter. Anthony se pose la question du tarif que tu assignes à une mission. Quelques bonnes pratiques que tu as vues, soit chez toi, que tu souhaites partager, ou chez des acheteurs, leur approche de cette partie tarification. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont semblé intéressantes à reproduire et à partager ici ? En partant de ma prestation la plus utilisée, donc celle des milieux architecturaux et des fonds 3D, avec Fiverr, ce qui est pratique, c'est qu'on peut proposer soit une seule offre qui est cadrée, soit scindée en 3 différentes. Suivant le besoin du client, suivant son budget, j'essaie d'établir en fonction de sa demande l'offre qui correspondrait le mieux à sa requête. Maintenant, ce qui est pratique, c'est que grâce à ces 3 types d'options, si la personne a quelque chose comme une création d'entreprise, et qui aimerait mettre un petit peu de budget dedans, qu'il a envie d'avoir quelque chose de construit, carré, qui sera sur le long terme,
Dans ce cas-là, je vais plutôt l'orienter sur une mission qui sera premium, donc entre guillemets la plus chère, dans laquelle il y aura un suivi client. Donc c'est un suivi qui se fait pendant 80% de la mission, où en fait il y aura des retours réguliers, donc c'est quasiment tous les jours. Donc je vais lui envoyer des retours de tout ce que je fais. Dès que j'ai un avancement, je lui envoie. C'est des retours illimités. Donc tant que ça reste dans le cadre de la mission et qu'on ne déborde pas ou qu'on change de tout l'un à tout l'autre. Si on arrive à la fin de la mission et que finalement il ne veut plus avoir un décor sur Terre et qu'il veut être dans l'espace, passer de l'un à l'autre c'est beaucoup trop compliqué. Donc soit faut revoir la mission, il faudra avoir un extra. Si jamais la personne a un budget beaucoup plus limité, j'arrive à lui proposer donc l'offre soit la plus basse ou la médiane qui permettra d'avoir quand même un produit très qualitatif. Les paramètres de livraison ou les fichiers qui seront livrés varieront selon le tarif et la prestation. Et j'arrive aussi, grâce à Fiverr, à avoir une option d'offre personnalisée. C'est-à-dire que si le client ne trouve pas parmi les 3 offres celle qui lui correspond, on a l'opportunité de lui dire, voilà, dis-nous ton projet, moi j'estime en temps et en moyens et en argent combien ça va me prendre à le faire et combien ça va me rapporter, et je lui propose une offre qui correspondra davantage à son besoin. Et c'est vrai que des fois les clients n'arrivent pas à choisir vraiment entre les 3, parce que par exemple moi je livre une seule image, mais certains vont vouloir 2 fonds, différents angles, quelque chose de jour, de nuit. Donc je ne leur lance pas à chaque fois une nouvelle mission, je leur dis voilà, on va adapter une offre, on va la personnaliser ensemble avec vos besoins, le résultat, et en fonction d'eux, on arrive toujours à trouver une solution pour le client et qu'il ait quand même un résultat tout aussi qualitatif quelle que soit l'offre. Donc finalement, la progressivité de l'offre, ça te permet de flécher assez vite. Complètement. Voilà. Ok. Alors ça, cette progressivité, elle est littérale, elle est littéralement montrée sur la plateforme, là où il y a d'autres mécanismes pour fonctionner avec un freelance ou avec une agence qui ne sont pas aussi évidents. Alors toi, Valentin, quand tu as eu recours à un freelance, est-ce que tu t'es posé la question à un moment de freelance ou agence? Et finalement, qu'est-ce que j'extrais de la relation avec l'un et avec l'autre? Et est-ce que tu as eu cet arbitrage à un moment à l'esprit? C'est drôle parce que par défaut, je vais beaucoup plus facilement vers des freelances. Je pense que c'est aussi lié au scope des projets. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de déléguer des gros projets. Je pense que le premier réflexe quand on va avoir une agence, c'est pour aller sur un projet d'envergure qui va durer dans le temps, sur lequel il y a peut-être besoin de conseils et sur lequel il y a peut-être besoin de davantage de suivi. Donc c'est pour ça que naturellement, mon réflexe, c'est plutôt d'aller voir des freelances parce que je l'ai moi-même été. Donc la communication, elle est plus facile parce qu'on se dit que la personne sera disponible pour nous, alors qu'avec une agence, peut-être qu'on connaît la tête de l'agence, mais en fait, on ne sait pas vraiment qui fait la mission. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. C'est pour ça que, par défaut, je vais plus facilement voir des freelances. Et j'ai le sentiment que c'est plus flexible qu'une agence. Le freelance, on peut s'arranger sur un mode de collaboration qui est spécifique, qui correspond à mon besoin et correspond à son fonctionnement. J'ai le sentiment qu'une agence est peut-être plus cadrée, c'est des budgets plus élevés aussi. Donc, si j'ai un projet d'envergure, peut-être que j'irai vers une agence. Et encore, j'aime bien travailler avec des freelances. Souvent, les freelances, ils vendent leurs compétences. L'agence te vend des gens qui ont la compétence dans l'entreprise que tu ne connais pas. Ce qui a un côté opaque qui, moi, me gêne un peu. Ok. Bon, après, chacun voit midi à sa porte. Il peut y avoir effectivement un freelance très capé qui peut être capable et qui va proposer la partie conseil que tu peux chercher chez l'agence. Et la réactivité, on peut aussi avoir des agences effectivement qui la cadrent. Après, la réactivité du freelance sur une plateforme, elle est intrinsèque, elle est native, puisque ça fait partie du système. Yacine, tu décrivais le temps requis de l'aller-retour, le temps de la mission, etc. Tout ça est assez cadré. Alors, on a vu donc le pourquoi travailler avec des freelances. Je pense qu'on a bien couvert cette partie-là du contenu. Maintenant, j'aimerais peut-être un focus sur le comment, de manière ultra pratique. Qu'est-ce qui a fait qu'une mission passée, et vous pouvez nous donner des exemples, s'est super bien passée? Donc vraiment dans le déroulé, qu'est-ce qui selon vous a fait que sur une mission éventuellement complexe, ça s'est super bien passé et vous avez été très content?
Et 2-3 bonnes pratiques, des éléments d'attitude ou des éléments de cadrage, etc., qui ont pu faciliter toute cette relation. Yacine, tu veux commencer ? Oui, oui, je veux bien, parce que j'ai vraiment un exemple en tête. Un mode de fonctionnement que j'ai développé avec mes clients et qui permet justement de faire en sorte que les projets se passent vraiment bien. C'est souvent, en fait, au début d'un projet, le client a besoin d'une enveloppe budgétaire. Et c'est très compliqué d'en donner une, surtout que les besoins peuvent évoluer au cours du projet. Et encore plus si le projet n'est pas correctement scopé. Donc, une chose que j'ai mise en place, et en fait, ça permet d'établir une relation de confiance avec mes clients, c'est de découper le projet en plusieurs lots. Et des lots très courts, qui peuvent être des lots d'une semaine, des livrables. Donc, je livre quelque chose au bout d'une semaine et on commence à prototyper très rapidement. Et comme ça, en fait, on s'engage entre guillemets contractuellement sur un lot qui est bien défini. Et si ça se passe bien, c'est beaucoup plus simple de définir les lots suivants, tout en restant dans une enveloppe de budget qu'on a essayé de se fixer, qu'on va essayer de maintenir. Et en faisant ça, en fait, ça permet vraiment d'être efficace. Le client est rassuré parce qu'il voit l'avancement du projet. Et en fonctionnant comme ça, en fait, on réitère après chaque lot. On garde cette certaine flexibilité de faire évoluer le projet dans une direction ou une autre. Et maintenant, j'essaie de l'appliquer sur tous les nouveaux projets. En général, je prends des gros projets. Et donc, c'est des projets qui peuvent s'étaler sur plusieurs mois. Et j'ai plusieurs clients simultanés. Et donc, j'essaye de leur proposer des livrables à court terme, de l'ordre de 1 à 2 semaines, avec de nouvelles fonctionnalités. Et en faisant ça, c'est vraiment pratique. Je pense que c'est pour le bien du projet, pour établir une relation de confiance et pour orienter correctement le projet, garder une certaine flexibilité tout au long. D'accord, donc là, une livraison par lot qui permet de s'engager, mais aussi de découper l'effort. Hein. C'est plus facile de gravir la montagne un pas à la fois. Anthony, est-ce que tu peux nous partager une relation avec un client qui t'a particulièrement marqué ? Est-ce que tu as cette expérience-là à livrer à l'audience ? Alors oui, on va dire que c'est même l'une des premières commandes que j'ai eues sur Fiverr, et c'était un YouTuber qui est venu avec un projet, et c'était quelque chose qui était assez cadré. Il avait déjà une idée bien précise de ce qu'il voulait en tête. Il avait déjà tout pensé en amont des semaines avant. Tout ce qu'il avait à faire, c'était trouver un prestataire qui allait le mieux ressortir son image. Donc il a été sponsorisé par Fiverr, il a pu contacter différents freelances et a pouvoir faire plusieurs expériences. Et le fait qu'il soit vraiment investi dans son projet et qu'il ait déjà ses documents en main font que le projet était déjà très facile à réaliser. Pour moi, j'avais limite un catalogue Ikea sous ma main à dire voilà, il veut ci, il veut ça. Donc tout est allé hyper vite. Un projet en moyenne peut durer, on va dire, 1 mois. Ça dépend le nombre de projets que j'ai en même temps. Pour lui, ça a duré 1 semaine et demie, tellement c'était bien construit et tellement il était motivé, ce qui fait que dès qu'il recevait des retours, il était content en fait d'avoir la main sur ses projets et de voir qu'en fait le résultat commençait vraiment à prendre la forme de ce qu'il espérait. Donc depuis, j'ai même refait une mission avec lui pour mettre à jour son visuel, toujours dans les mêmes motivations, la même impatience. Il était super heureux de pouvoir échanger et de partager en même temps ses idées et d'avoir toujours son document construit de A à Z avec une ligne directrice, font que ça a été sûrement la meilleure collaboration que j'ai faite. Et aussi pour le fait que grâce à lui, je suis là aujourd'hui, pour pouvoir partager. En passant. Mais donc là, tu évoques la réactivité. Donc généralement, elle est attendue du côté du freelance, on va dire que c'est un attendu. Mais là, tu apprécies aussi la réactivité de ton partenaire, de la personne qui t'a commandé la prestation. Donc réactivité dans les deux sens, ça t'a permis d'avancer plus vite. Ok. Alors, Aurore, est-ce que toi, c'est la réactivité qui te forge une relation de freelance avec un freelance particulièrement plaisante, ou c'est d'autres éléments? Tu parlais de communication. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans le précis de quels éléments de la communication te semblent absolument requis pour une bonne relation freelance donneur d'ordre? Quels éléments
Le brief, tout d'abord, en effet, voir qu'on est un petit peu dans le même univers. Et puis que la personne s'intéresse au projet également, ça me semble assez important, que la personne soit elle-même volontaire. Ça m'est arrivé d'avoir des freelances qui me donnaient des conseils plus généraux sur le projet en lui-même. Faire appel à un graphiste pour un logo, il a également des compétences en marketing général, et ça m'est arrivé d'avoir des retours. Est-ce que tu t'es penché sur tel aspect Et puis ce genre d'échange qui finalement est très enrichissant et assez inhérent à cette plateforme en particulier et au modèle du freelance. Et sur les révisions, par exemple, le nombre d'allers-retours, est-ce que tu es friand finalement de dire bah oui, mais je ne sais pas exactement ce que tu m'as produit, on touche au but, mais est-ce que tu vas être aussi finalement demandeuse de un aller-retour, 2 allers-retours en plus de la livraison d'origine? Est-ce que finalement tu affines ton propre besoin au fur et à mesure aussi de la production du freelance? Ça dépend vraiment des missions, des types de missions. Je ne fais pas toujours appel à des freelances pour les mêmes raisons. Parfois, c'est tout simplement le fait que je n'ai pas les compétences et que c'est une compétence qui ne me semble pas forcément pertinente à acquérir pour la suite. Donc pour un besoin très ponctuel, par exemple, oui, effectivement, une intro pour YouTube, je vais en avoir besoin une fois et puis après, je n'aurai pas besoin d'en refaire. Donc là, oui, il va y avoir un peu ce ping-pong qui va se mettre en place. Et puis, il y a les missions pour lesquelles j'ai les compétences, mais je n'ai pas l'expertise. Dans ce cas, je vais attendre je vais donner plus de liberté, tout simplement, parce que je vais donner en général ce que j'ai pu faire de mon côté avec mes connaissances et attendre de l'autre qu'il m'apporte ce degré d'expertise en plus que je n'ai pas. Donc ça va vraiment dépendre finalement du type de mission. On a quasiment affaire à un sparring partner. Là. Le freelance t'aide aussi à aiguiser ta propre... Mais parfois, il y a des missions où on n'avait pas anticipé l'impact que ça aurait. Je pense à une fois où j'avais... à la base, j'avais des maquettes de mon application qui avaient le mérite d'exister, mais qui n'étaient pas forcément très professionnelles. C'est vrai que pour moi, le design, c'était vraiment un aspect secondaire dans un projet. Pour moi, ce qui importait, c'était d'avoir quelque chose de fonctionnel, et l'esthétisme venait après. Et puis, j'ai fait appel à un freelance, plus pour l'aspect, j'aimerais avoir des diapositives qui fassent plus professionnelles. Et au final, donc on a eu ce ping-pong finalement, comme très bien décrit, quasiment quotidien de retour à partir de mes maquettes, pour donner quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé, même si ça respectait la charte graphique, ça reprenait mes maquettes, mais c'était quand même très différent de ce que j'avais à la base. Et puis j'ai intégré ces nouvelles maquettes à mes diapos et j'ai vu un vrai changement lorsque je présentais mes diapos, lorsque j'allais pitcher, lorsque j'allais passer des oraux. Il y avait vraiment des retours très différents de la part du jury. Je me suis rendu compte qu'ils se projetaient beaucoup plus. Souvent on me disait c'est incroyable, on a envie de scroller sur l'appli, des choses qu'on ne me disait pas forcément avant. Et je me suis rendu compte que pour moi cette chose qui était en fait secondaire, donc l'esthétisme, pour moi c'était pas le plus important. En fait, pouvait avoir un vrai impact. Suite à ce changement de diapositive, j'ai eu plusieurs prix, plusieurs bourses. C'est vrai que ça peut être difficile d'estimer quel pourcentage ça a été déterminant dans les décisions du jury, mais j'ai quand même vu un vrai changement lorsqu'on est le 15e de la journée à passer. C'est vrai que les jurys n'ont pas forcément envie ou la possibilité de se projeter dans chaque projet à un. Et le fait d'avoir ces maquettes très explicites qui leur donnaient une vraie vision de ce à quoi pourrait aboutir le projet, ça a été un vrai changement pour moi, un vrai game changer. Je pense qu'il y a eu vraiment un effet boule de neige que je n'avais pas anticipé au préalable. D'accord, donc pourquoi aussi travailler avec des freelances? C'est que finalement on affine sur des sujets qui n'étaient pas forcément identifiés au départ, on affine aussi sa propre réflexion. Et on découvre, je pense qu'on juge souvent les projets par rapport à notre vision. Ma vision est plus technique, donc je vais moins faire attention au design, mais qui finalement a été très déterminant dans mon projet.
Entendu, merci Aurore. Bon, je fais un résumé très rapide donc de quelques bonnes pratiques qui ont été extraites de la conversation et je vais me tourner vers vous pour des questions-réponses parce que je pense que vous en avez à notre panel ou à moi-même. Bon, le cadrage, le bien définir la mission, éviter le syndrome du brief post-it, ça a été très clairement établi. Les bons canaux, donc on peut effectivement chercher dans son réseau, comme le rappelait Valentin, mais il est bon aussi d'aller voir au-delà de son réseau s'il y a des freelances dont l'expertise, dont le fit, dont la réputation, dont l'expérience sectorielle, etc. peuvent répondre à l'enjeu du moment. On peut aussi avoir besoin d'un canal de communication, et notamment de la première communication qui va être essentielle. Yacine nous disait, voilà, c'est là-dessus que, en faisant des lots, en ayant une communication claire sur voilà les attendus, voilà le timing, et donc voilà le prix, tout ça permet de lever beaucoup de sujets. Les délais, le format de livraison, ça a été dit aussi, une fois qu'on a ça fait avancer les choses. Alors je vais sur l'intérêt d'utiliser une plateforme en général, mais finalement c'est la relation freelance là où ça fonctionne sur ses fondamentaux, allez-y. Maintenant, c'est vrai qu'une plateforme vous prend un petit peu par la main pour vous aider à atteindre ces bons objectifs. La livraison par lot, c'est une feature de Fiverr. L'aspect crédibilité, réputationnel, c'est une feature de Fiverr, etc., etc. Donc derrière chacune de ces bonnes pratiques, souvent il y a une réponse fonctionnelle. Alors, je vais me tourner vers la salle pour avoir aussi vos questions d'entrepreneurs, vos questions de créateurs, auprès de l'un ou l'autre de nos panélistes, ou auprès de moi-même, Franck, qui représente Fiverr, donc qui est une plateforme de mise en relation entre des freelances et des personnes qui ont besoin de services freelance, de services professionnels freelance. Alors je vais faire circuler le micro, et n'hésitez pas à pointer, ou pour tout le panel, ou pour une personne en particulier, votre question. Moi, j'ai une question un petit peu générale qui est plutôt destinée peut-être à Franck du coup. Donc, c'est une plateforme évidemment mondiale. Je voulais savoir s'il y avait des zones ou des pays qui étaient particulièrement bons au niveau rapport qualité-prix. C'est-à-dire des bons, parce qu'on a dit le prix n'est pas forcément le critère numéro un. Quand on va sur cette plateforme, et pour l'avoir utilisée plusieurs fois, à la fin, c'est un critère important. Donc, si on prend un peu de recul, est-ce que dans certains pays, on a des gens extrêmement bons pour l'architecture, pour le... Voilà. Alors, j'ai une réponse peut-être en deux temps. Un, ça dépend. Et deux, la France. Pourquoi la France ? Déjà, il y a un acte de présence de Fiverr en se disant il y avait une demande et une offre native en France. Avant que Fiverr se lance dans sa version française, il y avait déjà des freelances sur la plateforme, des Français, des francophones, et il y avait déjà des clients. Donc il y avait déjà un vivier. Et c'est la reconnaissance de cet écosystème latent qui a fait que Fiverr s'est lancé pour de bon en France. Donc la France a un profil assez intéressant pour Fiverr, avec des compétences très solides. On a une surreprésentation, par exemple, de la catégorie de la programmation, de la tech, avec tant des acheteurs que des prestataires, que des freelances. Et donc c'est cet écosystème, une fois qu'on a les deux parties de l'équation, une plateforme, c'est deux populations qui sont mises en relation. Et la France a ceci de bien, c'est qu'il y a un vrai dynamisme des deux côtés. Là où vous avez éventuellement certains pays, sans exclusive, mais qui peuvent représenter beaucoup plus un vivier de freelance ou un vivier de clients, de gens qui ont besoin de services freelance. Le rapport qualité-prix, il se fait à vos yeux. On a vu ici un nombre de bonnes pratiques, notamment sur l'aspect qualité. Vous pouvez compter sur la qualité, c'est-à-dire la qualité de l'exécution, mais on a vu aussi les éléments de communication. On n'a pas parlé de sécurité, mais il y a aussi cet aspect-là. Finalement, une plateforme qui vous assure ça partout, finalement, que ce soit en France, au Canada ou au Japon, ça n'a plus d'importance. L'aspect géographique est beaucoup moins prégnant, puisque vous savez que vous serez accueilli entre guillemets dans les mêmes conditions, quel que soit le marché. Sur l'aspect quelles géographies sont intéressantes. Alors pour moi, il y a une vraie opportunité pour les francophones, à deux titres.
Parce qu'il n'y a pas encore une forme de... Voilà, Fiverr, c'est très utilisé dans les pays anglo-saxons, c'est très utilisé par les anglophones. Et aujourd'hui, si vous êtes freelance francophone, finalement, il y a une demande déjà constituée de clients anglophones et vous avez tous les acheteurs, tous les clients francophones qui vont avoir besoin de vos services aussi. Donc, il y a un vrai arbitrage à faire aujourd'hui en tant que freelance, de se dire je confie une partie de ma présence digitale à une plateforme comme celle-là. C'est vraiment une bonne idée, à mon sens, pour un freelance de se positionner sur ce type de plateforme et pour les acheteurs, pour le vivier très large de compétences que ça représente aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Les sécurités pour le client, quelles sont-elles? Les sécurités, c'est-à-dire qu'on soit sûr que ça se passe bien, que la notation soit exacte, soit pas... Voilà. C'est une super bonne question. Alors, moi, je peux répondre à la question, mais je préférais me tourner vers ceux qui ont vécu l'expérience de cette posée et la sécurité. Alors, peut-être, Valentin, est-ce que ça t'a traversé l'esprit et sous quelle forme tu t'es tranquillisé sur l'aspect sécurité au moment de contracter sur Fiverr ? Je pense que sur Fiverr, comme tu l'as très bien dit avant, Franck, tout est très bien encadré. Les échanges sont encadrés, il y a une messagerie dédiée. On voit le profil de la personne, on voit son nom, on voit son prénom, on voit ses références, on voit ses étoiles. Le paiement est sécurisé sur la plateforme. Il y a globalement très peu de chances que ça se passe mal. Parce que tout est très bien encadré. Donc je pense que c'est l'un des gros apports d'une plateforme comme Fiverr. C'est justement de s'assurer que si la mission est validée par le client et validée par le freelance, il y a un cadre déjà qui fait qu'on ne fait pas n'importe quoi. On ne valide pas quelque chose qu'on ne va pas faire. On se tient au prix qu'on a abordé. Voilà. C'est ça. En fait, le premier élément de sécurité, c'est de dérisquer tout ce qui peut poser une friction. Donc on a parlé de paiement, on a parlé de la relation, on a parlé de la communication. Sur les plans techniques, tout ça est sécurisé, évidemment. Donc ça, on enlève du risque au départ. Et il y a évidemment la plateforme qui se positionne pour aussi surveiller comment ça se passe et éventuellement intervenir dans les cas où c'est nécessaire. Donc là, le recours au tiers de la plateforme devient utile s'il y a effectivement une différence d'appréciation. Vous avez quand même un tiers avec qui parle. Sur l'aspect sécurité de travailler avec des freelances qui sont issus d'un autre régime juridique, là, vous référez aux conditions contractuelles de la plateforme. Donc vous n'êtes pas dépendant d'un cadre juridique que vous ne maîtrisez absolument pas, voire d'une langue que vous ne maîtrisez absolument pas. Donc ça reste le cadre global de la plateforme qui s'applique de plein droit partout. Donc on dérisque à l'entrée, on fait plein de fonctionnalités qui enlèvent du risque, et on a une équipe support et des équipes qui interviennent là où c'est nécessaire. D'autres questions ? Alors, je vais peut-être me tourner vers Anthony. À ton avis, est-ce qu'il vaut mieux se dire, voilà, ma spécialité c'est ça, ou est-ce qu'il vaut mieux se diversifier et donc présenter plusieurs offres de services distinctes ? Moi, je pense qu'il est possible, oui, on peut créer différentes offres. Moi, par exemple, j'ai une offre pour faire de la 3D, j'ai une offre pour faire du matte painting, du dessin, de la retouche. Donc, on peut proposer n'importe quel type de prestation. Après, libre à soi de mettre le domaine dans lequel on excelle. C'est-à-dire que si on dit je fais aussi du logo parce qu'on utilise Photoshop et qu'au final le rendu n'est pas terrible alors qu'il y a des prestataires qui sont spécialisés dans le logo, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Donc moi je pense qu'il vaut mieux mettre en avant les compétences dans lesquelles on excelle, dans lesquelles on est sûr de pouvoir répondre à des problématiques ou des surprises. Sur cet aspect-là, Valentin. Je complète. Si tu veux aller manger un bœuf bourguignon, est-ce que tu vas dans un restaurant qui fait que du bœuf bourguignon ou un restaurant qui fait du bœuf bourguignon et des sushis ? Non, je trouve que oui, effectivement, on peut tout faire. Oui, on peut proposer des palettes de compétences assez larges, des services larges. Est-ce que c'est intéressant de tout faire ? Moi, je pense pas. Je pense qu'en freelance, on a intérêt
à identifier un périmètre sur lequel on va être bon, sur lequel on va être reconnu, et sur lequel on peut commencer à bâtir de la crédibilité, et sur lequel, quand le client nous sollicite, on sait qu'il sera pleinement confiant. Et on l'a vu, les commentaires préalables qui sont lus, Aurore, tu nous disais tout à l'heure, je regarde qu'est-ce qui est laissé comme commentaire par les acheteurs précédents. Donc on a bien un côté spécialisation qui paie effectivement à ce moment-là, puisque le profil d'étoile et le contenu des commentaires va être d'autant meilleur que vous êtes un spécialiste du sujet. Donc il y a une tension effectivement entre faire beaucoup de choses, probablement, et se spécialiser dans là où on excelle. Donc à vous de résoudre cette tension, mais clairement il y a un enjeu de réputation, les étoiles, les avis qui font que c'est quand même pas mal d'émerger là où on est le meilleur. Une dernière question de la salle? Non? Alors, je vais vous remercier tous et toutes pour votre attention. Une dernière question. Alors là, c'est un sujet qui est un petit peu en dehors de la plateforme, mais la politique globale, c'est de dire vous devez vous conformer à tous les lois et règlements applicables dans le pays où vous exercez. Et ensuite, l'utilisation de Fiverr, vous confiez tout ça à votre expert comptable, le cas échéant, etc. Donc là, la partie documentaire, parce que c'est ça que votre expert comptable va vous réclamer généralement, tout ça est fourni sur Fiverr. Vous aurez des factures, vous aurez toutes les pièces utiles pour la partie administrative, sans problème. Donc je vous remercie énormément pour votre attention du jour. Je reste un petit peu avec le panel ici si vous avez des questions que vous voulez nous confier. Je vous signale également que sur votre première commande, vous avez un code promo qui vous permet de tester Fiverr dans de bonnes conditions pour commencer. Donc avec Fiverr Go, vous aurez vous bénéficiez de 10% sur votre première commande. Je vous remercie énormément et je vous souhaite un excellent salon SME. Merci. Avec plein de belles conférences. Au revoir. Merci. Bonne continuation. Au revoir.